Bonjour la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Je suis Diani Binga et ici, on prône pour une nouvelle pensée africaine en matière d'éducation. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème du support d'écriture qu'on appelle le papier. Sur quoi on écrivait lorsque nous avions notre initiative historique. Eh bien, après avoir balayé les différentes écritures africaines depuis le paléolithique jusqu'à nos jours et défini l'origine de l'alphabet latin, c'est maintenant acté que l'Afrique a la plus longue tradition scripturale du monde et que la plupart des signes d'écriture que nous connaissons aujourd'hui ont puisé à la source négro-égyptienne dans le médounétiaire ou le hiéroglyphe égyptien. Donc, que ce soit l'alphabet latin, le grec, l'hébreu, l'arménien, l'arabe et autres, tous ces alphabets ont puisé à la même source négro-égyptienne. L'écriture en Afrique a d'abord une symbolique divine, je vous l'avais déjà dit. Elle est en ce sens intimement liée à l'art et au rituel. C'est pourquoi certains signes d'écriture pouvaient avoir pour support le corps, les tissus, les masques, les calebasses et aussi d'autres supports plus abstraits comme la danse, le geste, le tambourinage. Le continent connaît donc différentes techniques d'expression écrite qui répondent aux aspirations philosophiques et spirituelles. Mais qu'en est-il du support d'écriture papier? L'Afrique a-t-elle connu le papier sans influence d'autres civilisations? C'est à cette question que je vous propose de répondre dans cette capsule qui sera présentée en deux grandes parties. La première partie où nous allons définir le papier, ses techniques de fabrication, décrire qui étaient les utilisateurs de ce support et définir le matériel d'utilisation. Et une seconde partie où nous allons présenter les graphies égyptiennes des éléments d'écriture et nous allons les traduire dans nos langues africaines à travers la méthode Kuma. Je vous invite à cet effet à vous installer confortablement dans votre fauteuil, à siroter un petit thé ou un café tout en restant concentré. Eh bien, dans la première partie de notre présentation, nous allons commencer par définir le papier. Le papier est un support souple qui sert à écrire. Le mot français papier provient du latin papyrus. C'est quoi le papyrus? Eh bien, le papyrus est une plante vivace répandue dans les zones humides dans la majeure partie des pays africains, comme vous pouvez le voir à l'image. Il se sent particulièrement bien dans les milieux humides en bassin au bord d'une rivière. On la retrouvait autrefois en abondance le long du fleuve Nil. Cette plante, le papyrus, est particulièrement connue pour son utilisation comme support papier à l'époque de l'Égypte ancienne. Il avait aussi de multiples usages dans la vie quotidienne. Par exemple, avec les tiges séchées, on fabriquait des barques. Avec les fibres de l'écorce des tiges, on fabriquait des paniers, des corbeilles et même des sandales. Les cendres du papyrus servaient comme matière médicale et les racines étaient aussi consommées. On arrive au point 2 où on va parler des techniques de fabrication et d'utilisation du papier. Comment nos ancêtres fabriquaient-ils le papier à partir du papyrus? Le papyrus, en tant que support souple d'écriture, est bien une invention égyptienne qui remonte à environ 5000 ans. La feuille de papyrus est obtenue grâce à un procédé de transformation des tiges du papyrus. Il fallait collecter les tiges, les découper, les trancher en fines lamelles, les tremper dans de l'eau, les disposer couche par couche sur un plan de travail et de façon perpendiculaire, exercer une pression dessus pour retirer toute l'eau, puis on les martelait à l'aide d'une sorte de broyeur jusqu'à ce que l'ensemble soit
adhérents et enfin, on les faisait sécher. La dernière opération consistait à lisser le support grâce à une pierre pour permettre une écriture de meilleure qualité. Tout ce procédé permettait d'obtenir une surface en papier souple, lisse, de plusieurs mètres de long et facile à replier en rouleau. Certains pouvaient atteindre jusqu'à 8 mètres de long. Ce papier en fibre de papyrus a été le support principal de l'écriture et de la peinture dans la Nubie antique, l'Égypte antique, l'Éthiopie et dans toute la Méditerranée pendant la période antique. Cela nous amène au point 3, qui étaient les utilisateurs du support papier. Il faut savoir que dans toute la civilisation nubo-égyptienne, les personnes en charge de l'écriture étaient les scribes, qui faisaient partie de l'élite intellectuelle. On distinguait deux types de scribes. L'écrivain public, qui était chargé de rédiger les actes de la vie quotidienne, et l'employé d'État, qui était dépositaire de la mémoire historique des rois et des peuples. C'est l'équivalent des griots ou des djélis aujourd'hui. Le scribe ou le sèche est une figure centrale de la civilisation égyptienne, tant la place de l'écrit est omniprésente sur les papyrus, les monuments et autres objets en Égypte antique. Proposé aux écrits administratifs et sacrés, le scribe est souvent représenté assis en tailleur, déroulant le papyrus sur ses genoux dans une attitude studieuse. Cette position est la représentation même de l'intellectuel. Une autre posture le montre dans cette même attitude, mais associée à la figure de Thoth, le dieu des écrits et l'inventeur des hiéroglyphes sous sa forme de babouin. Il veille dans cette image sur le travail du scribe et il le protège. Arrivons maintenant au point 4 sur le matériel d'écriture du scribe ou du sèche. L'élément le plus représentatif de la fonction du scribe est la palette d'écriture que vous voyez à l'image. Outre de posséder un support d'écriture qu'est le papyrus, le scribe devait également disposer de plusieurs outils pour exercer son talent. Tout d'abord, il employait un calame. Il s'agissait d'une simple tige de jonc dont on taillait l'extrémité pour en faire une sorte de pinceau. Ensuite, il devait préparer ses encres rouges et noires qu'il plaçait dans un des godets de la palette. Le scribe disposait aussi d'un pot rempli d'eau dans lequel il trempait son calame ou pinceau pour délayer les encres. S'il y avait une correction à faire sur le papyrus, un grattoir et une pierre pour polir étaient indispensables. Ce hiéroglyphe que vous voyez à l'écran, qui désigne le scribe, littéralement celui qui écrit ou écrivain, représente l'ensemble du matériel d'écriture. Vous pouvez donc voir que cette palette contient 3 godets, un godet d'encre noire, un godet d'encre rouge et un troisième godet pour l'eau qui sert à délayer l'encre. Puis un jonc qui sert à tracer les signes sur les feuilles de papyrus. Pour ce qui est du support papier, le scribe gardait des stocks de rouleaux et non des stocks de feuilles. Et quand un utilisateur en avait besoin, pour écrire une lettre ou un contrat par exemple, on coupait un morceau dans le rouleau. Il faut savoir que le métier de scribe était un métier où la rigueur était de mise. Car l'écriture hiéroglyphique frappe par son caractère esthétique. Son tracé devait atteindre un grand degré de précision et de sophistication. Les signes sacrés étaient regroupés dans un carré imaginaire nommé le cadran. Et l'organisation des signes dans ce cadran dépendait de leur forme. C'est la règle de proportion à laquelle obéissaient les médonétières et que le scribe devait scrupuleusement respecter. Passons maintenant à la partie 2 où je vous propose d'étudier 2 graphies. La première graphie sur les signes d'écriture en hiéroglyphes
Et la deuxième graphie sur le scribe. Nous allons voir comment est-ce que ces mots en négro-égyptien se traduisent-ils dans nos langues d'aujourd'hui. Pour ce faire, il est important de rappeler que le grand maître de la manifestation de l'écriture est la figure de Djeuti ou Thoth, que les Grecs ont appelé Hermès. Il est représenté par un ibis ou parfois par un babouin, comme vous le voyez à l'image. Il est le symbole des annales de toutes les activités intellectuelles telles que l'établissement de l'écriture, les lois, les calculs, le calendrier, les arts et autres. Dans le paradigme négro-africain, toute personne qui entreprend une activité intellectuelle est gouvernée par l'énergie de Djeuti ou de Thoth. Et donc, le scribe ou l'intellectuel est sous sa tutelle. Passons maintenant à la première graphie, la graphie du signe de l'écriture. Analysons cette graphie à partir de la méthode Kuma. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez maintenant ce que c'est que la méthode Kuma. Pour les nouveaux, la méthode Kuma, c'est une méthode de lecture des hiéroglyphes à travers les langues africaines développée par le professeur Dibombari Mbok. Cette méthode Kuma comporte 3 chemins possibles pour solutionner les graphies égyptiennes dans nos langues africaines. Donc, il y a le premier chemin qui est la langue copte, le second chemin qui est le signe directeur et le troisième chemin qui est le système d'homophonie ou d'homographie. Je vous avais déjà expliqué comment elle se déployait dans la capsule 4. Je rappelle également qu'il faut toujours avoir à l'esprit le sens métaphorique, qui est le transfert d'un objet qu'on désigne par un nom à travers une notion qui va désigner autre chose. Ou, pour faire plus simple, c'est le transfert d'une chose qui en désigne une autre. Je vous l'avais également expliqué. Je vous propose donc du coup d'analyser notre graphie du signe d'écriture. La graphie se présente de la sorte. Nous avons 4 signes codifiés V13, M13, X1 et D17. La graphie est translittérée TIT, qui se traduit par image, figure, signe d'écriture, hiéroglyphe, forme, projet. Ça veut dire ici que nos ancêtres utilisaient le même mot, TIT, pour dire l'écriture, pour dire l'image, pour dire la figure, pour dire la forme, pour dire le projet, pour dire le hiéroglyphe. Je vous précise juste ici que le mot se lit ti et non tit, car le dernier T, qui est représenté par la galette de pain, ici en bleu, indique juste que c'est un mot féminin. Donc il ne se lit pas. On lit cette graphie ti. Nous allons donc solutionner cette graphie en passant par la langue copte, qui est, je le rappelle encore, le stade final de la langue négro-égyptienne parlée par nos ancêtres. En copte, on dit toy, qui veut dire tâche, signe, modèle. Allons-y chercher ces mots dans les langues africaines. Je vous propose un lexique qui n'est pas exhaustif. En Babanan, on dit ti pour dire trait, signe, tatouage. En Bassa, titi pour dire image, effigie, silhouette. En Yemba, tit pour dire dessin, gribouillage. En Dogon, titi pour dire message. Le BT propose tié pour apprendre. Le Dogon, toy pour écrire, signe, dessin. Le Nyambois, tia pour apprendre. Le Douala, toti pour point, marque, tâche. On observe une légère mutation avec le Kumbi qui va dire tona pour tâche, le Kilung qui va dire tala pour compter, le Boum qui va dire yitan pour compter, le Dogon qui va dire tonu pour écrire et le Fon qui va dire ten pour écrire. Le Fon qui va dire ten pour écrire, écriture, va introduire les variantes en Ewondon ten pour trait, ligne, en Pongwe tanga pour dire compter, calculer, en Kikongo tanga pour dire calculer, en Omiene au Gabon tenda pour dire écrire, en Pende on va dire tinda pour encre,
En Vili, on va dire tenda pour dire lire. Puis, une autre mutation phonétique du même mot entre le Douala qui va dire longa pour compter, le Lubakasai qui va dire longa pour apprendre et le Punu qui va dire longa pour enseigner. Vous pouvez bien voir ici que la racine consonantique qui structure le thème du signe de l'écriture en Medu-Neter est la même qui est sollicitée pour définir les thèmes de l'écriture, du calcul, de la lecture, de l'enseignement, du dessin et autres que vous avez pu voir dans le lexique. La racine consonantique de départ ti va muter vers la racine ewondo ten. C'est celle-ci qui va donner le lingala tenda, écrire, et le lingala tenda va avoir une variante phonétique qui va donner le douala lenga pour compter et le mot lubakasai pour nous vont dire longa pour apprendre et enseigner. Si vous avez bien observé le lexique, je sais que vous allez me dire ici, mais qu'est-ce que le benga qui dit lunga pour dire docteur fait là-dedans? Eh bien, il faut savoir que dans notre paradigme de pensée, le docteur ou le nganga, c'est le scribe, c'est l'écrivain, c'est l'enseignant. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans vos langues, les mots de l'enseignement sont très souvent des homophones des mots des médicaments. Je vous donne un exemple de ma langue Punu. On dit en langue ou longa pour dire enseigner et bilongu pour dire remède ou médicament. C'est le même mot. On enlève les préfixes de classe et vous verrez que c'est le même mot. C'est pourquoi les bibliothèques en Égypte antique s'appelaient pour la guérison de l'âme. Nous passons maintenant à la deuxième graphie, donc la graphie du scribe. Je vous propose du coup de l'analyser, toujours avec la méthode Kuma. Nous allons encore une fois faire appel à la langue copte pour solutionner cette graphie. La graphie se présente de la sorte, telle que vous la voyez à l'écran. Nous avons deux signes codifiés, Y3 et A1. La graphie est translittérée sec, vous pouvez aussi dire sèche, qui est traduit par scribe, rédacteur d'écrit. En copte, on va dire sach ou sach pour dire scribe, écrivain, maître, docteur. Rappelez-vous ici de ce que je vous ai dit plus haut. Le scribe, l'écrivain, l'érudit, dans nos sociétés africaines, sont des docteurs ou les nganga dans nos langues. Dans d'autres langues, on dit les bokonon. Je vous propose un lexique qui n'est encore une fois pas exhaustif. Voilà un lexique des langues africaines. Le Wolof va dire sec, qui est le titre conférant l'habilité à avoir des disciplines. C'est un titre qu'on donne à quelqu'un. En Ubuntu, on va dire seke pour dire sable. En Yombo, seke pour dire sable. En Bukuzu, on va dire siliki pour dire docteur. En Chokwe, on va dire seke seke pour dire le sable. En Bakaka, esse pour dire le sable. En Bagime, sare pour dire docteur. En Kinande, umusege pour dire le sable. En Yoruba, on va dire segun pour dire maître. En Bassa, on va dire liseye pour dire sable. En Bambara, on va dire chen pour dire sable ou sensen pour dire sable. En Bikele, on va dire signe pour dire sable. En Sangu, on va dire musei pour dire sable. En Zulu, on va dire tisha pour dire maître. Vous avez remarqué que la variante du Bikele signe qui veut dire sable est un homophone du malinké sine ou kine qui veut dire sable également. Je vois tout de suite la question venir, mais quel est le lien entre le scribe et le sable? Nous avons vu plus haut que dans notre paradigme de pensée, le scribe, l'intellectuel ou l'érudit, c'est le médecin, c'est l'enseignant, c'est le nganga. Le nganga désigne le savant d'une manière générale dans nos langues. Mais bien sûr, quel est le lien entre le sable, le scribe ou le nganga? Eh bien, ici, c'est la métaphore qui est en action. Il faut savoir qu'en Afrique noire, l'écriture a commencé dans le sable. Eh oui, on a commencé par écrire dans le sable. L'art qui illustre cela, dans nos sociétés africaines encore aujourd'hui, c'est la divination. La divination qui est la science du sable
ou, si vous voulez, la géomancie, l'art divinatoire par la terre. Cet art divinatoire est à l'origine du concept de l'écriture dans notre paradigme. En Bambara, par exemple, cette science porte le même nom que le sable. On dira Chen pour désigner la géomancie et Chenden qui renvoie aux signes géomantiques et au sable. Il faut savoir que la science du sable ou la géomancie est enseignée graduellement aux postulants. Cet enseignement peut s'étendre sur une durée plus ou moins longue, suivant les motivations de ce dernier et les aptitudes intellectuelles, psychologiques et morales. Au cours de sa quête, donc la quête du néophyte, il peut bénéficier de l'enseignement de plusieurs maîtres. Ce sont des Nganga ou les Bokono qui maîtrisaient cette science divinatoire. Vous pouvez trouver cette affirmation dans le livre Kumaba 8 à la page 40 du professeur Dibombari Mbok. Il y a un autre art qui illustre encore le lien entre le sable et le scribe ou le Nganga. C'est la tradition géométrique des dessins sur le sable que l'on retrouve beaucoup chez les peuples Tchokwe, d'Angola et de RDC. Ce sont les motifs Sona ou Luzona au pluriel. Vous trouverez ces figures ou des dessins référencés sur le sable dans le livre de Théophile Obenga, Les peuples bantous, migration, expansion et identité culturelle, le tome 2, à la page 474. Et dans les 3 tomes aussi de Tradition géométrique en Afrique, les dessins sur les sables de Paul Gerdès. Un troisième art qui illustre le lien entre le scribe et le sable, ce sont les VV. C'est un art rituel du vaudou. Le VV est un graphique symbolique que les prêtres ou les prêtresses vaudou dessinent autour du potomitan avec toutes sortes de poudres, de farine, de cendre, de craie ou de poudre d'herbe. Le VV correspond à un loa et réunit tous les symboles stylisés qui peuvent le représenter. En conclusion, vous devez retenir que l'Afrique connaissait bien le support papier, maîtrisait l'écriture et surtout que les mots du scribe, de l'érudit et de l'intellectuel sont en fait les mots du Nganga, du Bokono illustrés par la science du sable, la géomancie. Les Nganga étaient nos maîtres, nos érudits, nos scribes, nos intellectuels. Il y avait différents types de Nganga suivant les domaines de compétences. Par exemple, chez les Mboshi, on retrouve les Nganga Otere, on pourrait dire scribes Otere, qui sont des sages, des juges, des savants. On retrouve les Nganga Oye, qui sont les maîtres des mystères. Les Nganga Kwefwe, qui sont les spécialistes des techniques du Limbidi. On retrouve les Nganga Okufa, qui sont les maîtres de la forge. On retrouve les Nganga Ofadizi, qui sont les maîtres des rites initiatiques. Il faut savoir qu'on retrouve cette nomenclature semblable des Nganga dans toute l'Afrique. Vous trouverez toutes ces informations dans le livre de Dibombari Mbok, Le jonc et l'abeille à la page 43. Souvenez-vous que nos ancêtres appelaient les bibliothèques pour la guérison de l'âme. Qui guérit? C'est le scribe ou le Nganga. Je vous invite à me mettre dans les commentaires les mots dans vos langues du docteur, de l'enseignant, de l'écriture, de la lecture, du dessin, de l'image, tout le champ lexical que vous avez pu voir dans différents lexiques. Vous trouverez nécessairement un mot avec les racines consonantiques qui ont été énumérées. Je vous mets juste après la bibliographie. Ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins de Kama.